Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des shifts que j'ai fait dans mon business dans les derniers mois qui m'ont permis de multiplier par 7 mon chiffre d'affaires tout en diminuant drastiquement mon nombre de vues. Pour la petite histoire, j'ai commencé en 2022 le business en ligne. Je parlais d'immobilier, d'investissement, de business en ligne à la fois. Rapidement, j'ai réussi à faire des centaines de milliers de vues. Je suis monté à 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. Et donc, en façade, tu te dis, bon, quelqu'un qui fait des centaines de milliers de vues, 10 000, 15 000, 30 000 vues à chaque fois au minimum, et qui a 30 000 abonnés, il fait de l'oseille. Et en réalité, pas vraiment. Alors, je vivais de mon business, mais je travaillais tous les jours, j'étais pas extrêmement rentable, et donc c'était pas viable. Quand tu montes un business, tu as envie de pouvoir grossir, pouvoir investir, te développer, augmenter ton revenu, tout en diminuant le temps que tu passes dans ton business. Donc ça, c'était pas viable. Et c'est vraiment quand j'ai fait ces shifts que je vais te présenter dans la vidéo que mon business a décollé. Et donc, si tu ne te considères pas comme influenceur, mais comme un entrepreneur qui crée, cette vidéo, elle est faite pour toi. On va parler précisément un peu de high ticket. Les low tickets sont les bienvenus, bien entendu. Mais nous, ici, on parle plus souvent de high ticket. La première chose qui a vraiment fait la différence, c'est de savoir pourquoi on le fait. Quel est ton goal? Est-ce que c'est la gloire ou est-ce que c'est le capital? Parce que la stratégie pour obtenir la gloire et la stratégie pour obtenir le capital, elle n'est pas la même. On va chercher pour la gloire à faire beaucoup de vues, faire du volume, à regarder exactement ce que les gens veulent pour que ce soit viral. Mais ça ne ramène pas forcément du capital, ça. Alors oui, quand tu deviens très connu, les marques viennent à toi, tu as des opportunités, évidemment. Mais devenir connu, c'est un tout petit pourcentage. Tandis que passer par la voie du capital, forcément, à un moment, quand tu as le capital, si tu désires la gloire, c'est beaucoup plus facile d'aller la chercher parce que tu as déjà les ressources, le réseau potentiellement pour le mettre en place. Mais quand on a du capital et qu'on fait le choix de ne pas avoir la gloire, c'est aussi possible. Donc au niveau des stats, c'est beaucoup plus intelligent de penser d'abord au capital pour vivre, se faire plaisir, faire grossir son business. Et si on a envie d'aller chercher la gloire dans un second temps. Donc moi, c'est vraiment à ce moment-là quand je fais OK, arrêtons de vouloir chercher le nombre de vues, etc. Qu'est-ce qui va me rapporter du business? Qu'est-ce qui va me rapporter du capital pour pouvoir continuer à le faire tout simplement? Donc, focus sur le capital. Ensuite, on a cette notion de cible. Donc, réduire la cible. Alors, oui, on parle beaucoup de ça, certes, mais en vrai, c'est hyper important. Je te disais, moi, je parlais d'investissement en bourse, je parlais d'investissement immobilier. Comment faire de l'oseille fondamentalement, tu vois, la construction de patrimoine, la construction de richesse, de business en ligne également. Et sauf que dans toutes ces cibles, elles ne veulent pas tous la même chose, elles n'ont pas tous besoin de la même chose. Et donc, il a fallu faire un choix. J'ai fait le choix, moi, de parler uniquement de business en ligne parce que c'est une plus grosse passion que l'immobilier et l'investissement. Alors, l'immobilier, j'adore ça. L'investissement en bourse, je m'y intéresse parce que c'est une mécanique un peu obligatoire à un moment pour pouvoir ajouter du passif dans sa création de richesse. Mais en termes d'accomplissement personnel, je préfère prendre des compétences en business qui sont beaucoup plus larges et en fait qui vont aussi découler naturellement pour avoir de bonnes pratiques derrière en immobilier et en bourse. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de moi me focus uniquement sur la partie business. Donc si toi tu vois que tu parles à plusieurs cibles en même temps qui n'ont pas exactement les mêmes problématiques, je te conseille fortement de réduire, de parler à celle qui est la plus rentable pour toi et la plus agréable aussi en termes de délivrabilité, pour servir tes clients, il faut que ça reste agréable pour bien le faire. Et puis, si tu as envie, une fois qu'ensuite tu as les ressources et que tu t'es installé dans une petite zone, tu vas pouvoir t'étendre. Mais faire l'inverse, à essayer de couvrir une trop grosse zone au début, c'est beaucoup plus difficile. Donc, réduire la cible, ça a été un grand shift hyper important. Ensuite, il y a la qualité avant le volume. Qualité et volume. Tu peux le regarder par rapport au contenu, mais aussi par rapport à ton offre et au service que tu fais. Ici, on va s'intéresser d'abord à l'offre. Vendre du low ticket pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant, déléguer, faire vraiment du chiffre, faire vraiment quelque chose d'intéressant, tu vas devoir faire énormément de volume, d'accord? Un très bon exemple sur le marché du business en ligne et du marketing, il y a Antoine BM. Antoine BM, c'est 200K de pub par an, hein, d'accord? Donc, est-ce que tu es capable de dépenser 200K en pub aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué de faire du volume, hein. Et sur ça, il faut savoir que 80% de son chiffre d'affaires vient de la pub, d'accord?
Donc, c'est énorme. Alors, je ne sors pas ça de mon chapeau. Hein. Ça, c'est des choses dont il a parlé publiquement. Mais bon, tu vois, pour faire du volume et fonctionner aujourd'hui, et puis il a augmenté ses prix, il a multiplié ses prix par 4, c'est compliqué. Donc, il faut soit avoir une énorme traction organique, donc on revient encore à la gloire et d'être un influenceur, etc. D'accord, hein, Inoxtag, il pourrait vendre n'importe quoi parce qu'il a la traction et il a le volume. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire ici parce que c'est dangereux au niveau stats, c'est compliqué. Donc, on va s'intéresser plutôt à la qualité. La qualité qui nous permet quoi? D'augmenter nos prix, d'avoir des meilleurs clients. Quand je dis meilleurs clients ici, c'est l'investissement personnel des clients dans le produit. Je ne sais pas si tu as déjà vendu des petits produits. Moi, j'ai vendu des formations en low ticket. Il y a des gens, ils payent 59, 99, 150 balles. Ils n'ouvrent pas la formation. D'accord? Donc, l'investissement émotionnel, il n'est pas assez puissant pour pouvoir apporter des résultats aux gens, que ce soit un wow effect, d'avoir des super témoignages après qui vont venir nourrir ton business. Et puis, il y a cette notion de valeur absolue. Ok, très bien, low ticket, je fais 80% de marge. S'il reste 600 balles sur le compte de la société à la fin du mois, qu'est-ce qu'on s'en fout de faire 80% de marge? Par contre, si tu fais 40% de marge et qu'il reste 8000 balles à la fin du mois sur la société, avec 8000 euros, tu peux investir dans des outils, tu peux investir dans une team, tu peux améliorer tes process, tu peux te rémunérer au passage, quand même, option bonus. Donc, l'avantage aussi de faire de la qualité, c'est que tu vas pouvoir vendre beaucoup plus cher, peut-être réduire tes marges si tu ajoutes de la valeur, mais l'idée, c'est quand même de réfléchir à... Là, on se dit, OK, la valeur, elle augmente, mon coût global, il va monter avec la valeur. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, et puis même, il y a une réflexion mentale à faire pour standardiser tes opérations et essayer justement d'augmenter la valeur. Donc, la valeur, elle monte, sans forcément faire grimper totalement le coût de ta délivrabilité. D'accord? Donc, pensez à la qualité avant de faire du volume. Ensuite, on a la partie... Alors là, ça, game changer, hein. Vraiment apprendre à vendre. Alors, je ne te demande pas de venir un maître dans la persuasion et la manipulation pour vendre n'importe quoi à n'importe qui parce qu'ils n'en ont pas besoin, d'accord? C'est pas ça qu'on veut. C'est de comprendre la mécanique derrière la vente. Pourquoi les gens achètent, d'accord? Et comment on découvre s'ils sont adaptés à notre produit. Parce qu'il y a un point qui est important. 1 dollar d'un mauvais client n'est pas égal à 1 dollar d'un bon client, d'accord? C'est même 1 dollar d'un mauvais est bien inférieur à 1 dollar d'un bon client. Pourquoi? Si tu prends un mauvais client, c'est-à-dire quelqu'un qui ne rentre pas exactement dans ta cible, que tu vas pas pouvoir vraiment aider jusqu'au bout, tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir apporter du résultat à ce client-là, tu vas passer plus de temps dessus, il ne va pas être satisfait, poser beaucoup de questions, te faire perdre du temps à ta team. Et donc, au final, tu as eu besoin de mettre beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'énergie. Peut-être qu'en plus, tu auras un mauvais témoignage parce que finalement, vous n'arrivez pas à le servir, d'accord? Ou tu n'arrives pas à le servir. Et donc, ça, c'est un mauvais choix. Juste parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, je sais, quand tu passes par là, où tu es un peu à la gorge et que tu as besoin de faire rentrer du cash vite parce que tu ne sais pas trop comment tu vas payer le loyer ou ton URSSAF le mois prochain, je sais que c'est difficile, mais concentrez-vous sur vraiment les bons clients parce que c'est ceux-là qui vont vous prendre de moins de temps, qui vont avoir des avis faciles, qui vont être satisfaits et que vous allez pouvoir aider et accomplir la mission que vous avez prévue ensemble. Donc, cette partie vente, c'est une qualification, d'accord? Qualification de la personne, mécanisme de vente, bien comprendre la situation actuelle, la situation désirée. Est-ce que mon mécanisme va permettre d'obtenir la situation désirée? Expliquer pourquoi, expliquer les bénéfices. Ça, c'est vraiment un game changer. Ensuite, sur la partie offre. Les gens pensent que, en gros, tes clients sont là, il faut qu'ils s'achètent ça, et une fois qu'ils ont acheté ça, ils repartent dans la nature. Si tu veux vraiment scaler un business, il faut penser ta structure d'offre ainsi. Avec ça, c'est en front, c'est-à-dire les gens parlent de cette offre,
tu es connu pour ça. Tu permets d'atteindre un premier niveau et tu as prévu derrière, quand les gens ont atteint ce premier niveau, les autres niveaux suivants. Et donc ici, tu as un pricing et derrière, tu peux augmenter ton pricing ou alors passer sur des structures de récurrents et apporter du MRR dans ton business. Il faut penser monétisation back-end. D'accord? Petit tips là-dessus, pas forcément évident pour tout le monde, mais moi, par exemple, ça a fonctionné. Mon offre, on va dire qu'elle était avec deux signes euros, d'accord? Avec une monétisation back-end qui est pensée derrière. Ok. Certains pouvaient pas se le permettre. Ils le voulaient, mais ils ne pouvaient pas se le permettre par rapport à la cible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait créé une autre offre. Donc, ça reste mon offre en front sur laquelle je communique. Mais après, pendant l'appel de closing, je fais un downsell pour certains, d'accord? Juste pour ne pas les perdre et leur proposer quelque chose qui va résoudre le problème le plus important tout de suite maintenant et pas tout le panel que je propose, d'accord? Accomplir ce résultat pour ensuite pouvoir les amener sur l'autre offre. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint le résultat, ils ont amélioré leur trésorerie, donc maintenant ils ont du cash pour pouvoir s'offrir le panel complet. Donc la partie downsell, c'est aussi très intéressant à penser pour ne pas perdre le client et le faire rentrer dans son écosystème, pour lui faire comprendre la valeur que tu as et ce que tu peux lui apporter. Ensuite, là, ça c'est la partie la plus importante de la vidéo. Qu'est-ce que c'est de faire du good work, du bon taf? Souvent, on se dit, ok, le travail c'est quoi? On le définit par le temps passé. On le définit par un peu la douleur. Ah, c'était dur, j'ai bien bossé, etc. D'accord? En fait, tout ça, ce sont des inputs. D'accord? Mais on ne mesure jamais le résultat, l'output. Et en fait, du bon travail, ça se mesure par l'output. Méritocratie, monde injuste, on s'en fout, c'est la réalité de notre monde. Même si tu fais beaucoup de choses ici, ce qui est important, c'est ce qui se passe là. Si tu fais peu de choses et que le résultat est bon, c'est trop bien. Mais mesure la sortie, mesure pas l'entrée. C'est pas parce que quelqu'un de ta team passe du temps ou que tu as eu mal ou que c'était dur que c'est du bon taf. Pour la boîte, du bon taf, c'est est-ce que ça a apporté des résultats? Est-ce qu'on a réussi à avancer? Non, dans ce cas-là, il faut changer quelque chose. Voilà. Et ce qui est lié à ça, c'est de se dire, ok, ça, ce sont les tâches de ma boîte. Tout ce qu'il y a à faire. Alors les tâches, les problèmes, d'accord, toutes les conneries qu'on doit gérer. Et ici, tu as 10%, 90%. 90% ici, c'est pas important. C'est pas que tu le feras jamais, hein. C'est que là, tout de suite, qu'est-ce qui va faire avancer mon business? Ça, c'est important. C'est ce qui va avoir de l'impact sur mon output, ok? Et quand on regarde ce que font la plupart des entrepreneurs, ça, c'est leur gestion du temps. Ils passent 10% de leur temps sur ce qui a de l'impact, 90% sur ce qui n'a pas d'impact. Tu te dis, les camemberts se ressemblent, logique. Et en fait, il faut faire l'inverse. Il faut faire 10% sur ce qui n'a pas d'impact et 90% sur ce qui a de l'impact. Quand j'ai commencé à faire ça, gars, game changer. C'est fou. Passe du temps sur ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte? Ça nous amène à mon dernier point qui est la théorie des contraintes, où finalement, on a une chaîne qui ressemble, un ensemble de maillons. Chaque maillon, c'est une partie de ton business. Tu as toujours une contrainte primaire dans ton business. C'est celle qui, s'il y a un problème, la machine s'arrête ou la machine perd en performance. Et donc, ta priorité, ton focus, tes ressources, ta team, tout doit être focus sur cette contrainte-là. Une fois qu'on a résolu cette contrainte, une nouvelle contrainte va devenir la contrainte primaire
et on shift et on passe toutes les ressources et les focus sur cette contrainte primaire. Et tu passes de contrainte en contrainte. Si tu veux voir comment on applique et la théorie qu'on a créée sur la théorie des contraintes appliquées au scaling de Business High Ticket, il y a le lien en description. Si tu veux qu'on bosse ensemble, c'est le même lien en description. Et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas, avant d'aller sur le lien, il y a un petit bouton de like sur ton passage. Et j'espère que tu as apprécié. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.